Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Jean-Paul Delevoye. Vous nous faites le plaisir de nous recevoir dans les locaux du Conseil, dans le cadre d'une manifestation nationale, le premier opus, je dirais, le colloque national, la prévention aujourd'hui et demain. C'est un événement qui est soutenu institutionnellement par le laboratoire Pfizer et organisé par l'Agence Conseil en Affaires publiques, NIL. On est particulièrement honoré que le Conseil puisse permettre l'organisation de ce colloque qui s'inscrit dans la dynamique et dans l'agenda également gouvernemental avec le projet de nouvelle loi de santé publique dont on ne connaît pas encore les contours, le contenu et les groupes de travail. Et on s'est permis de vous poser 3 questions sur essentiellement le rôle du Conseil économique. La première, c'est quels sont selon vous les axes et priorités à développer en France sur la prévention? D'abord, le Conseil économique, social et environnemental se veut un lieu de dialogue, un lieu de prospective. Qu'est-ce qui demain doit être analysé pour modifier notre offre de politique publique, et un lieu de participation citoyenne. Et nous avons aujourd'hui besoin d'un choc culturel. La France n'est absolument pas prête dans sa tête à l'aspect de la prévention. Elle pense d'ailleurs que la qualité des soins, la qualité des politiques curatives est tellement bonne qu'on peut se permettre toute une série d'excès. Et même culturellement, on n'est pas du tout prêt à accepter le principe selon lequel, quand on vieillit, on doit préparer Alzheimer et sa mort, quand on se marie, on doit préparer le divorce, quand on est, on doit, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prévention des risques et la gestion des aléas de la vie est quelque chose qui n'est absolument pas intégré. Et nous sommes plutôt même dans l'optique qui consiste à dire que plus les secours sont efficaces et plus je peux me permettre un certain nombre d'excès, plus les médicaments sont efficaces, plus je peux être laxiste par rapport à mon cholestérol, etc., etc. Nous allons revenir dans des schémas tout à fait intéressants. Quelles sont les modifications profondes? Nous allons rentrer dans une période de croissance faible, de 1 à 2%. À ce niveau-là, on ne peut pas, avec les équations actuelles, financer la politique de santé et de retraite basée sur le travail. D'où l'intérêt du chantier qu'a ouvert le gouvernement sur le financement de la politique de santé en début d'année 2013. À partir du moment où l'argent public est rare, on voit bien que ce qui est essentiel dans le pacte de solidarité, dans le pacte collectif qui fonde la politique de santé, basée sur la solidarité publique, ce sont les principes. Et dans les principes, on voit bien que la prévention est un facteur extrêmement important de stabilisation d'une société. Mais ça passe par un problème d'éducation. Comment très rapidement, culturellement, faire en sorte que nous puissions amener nos enfants au plus jeune âge, ou les parents, à avoir cette culture de la prévention, qu'ont d'autres sociétés japonaises, chinoises, asiatiques, à cette notion de la prévention. C'est un sujet très compliqué car nous rentrons aussi dans un moment où les fractures au sein des sociétés occidentales s'aggravent et que nous voyons bien les notions de précarité, de pauvreté, et qu'il y a des difficultés à demander un effort de prévention lorsqu'on n'est pas bien dans sa tête, lorsqu'on a la crainte du quotidien, lorsqu'on est en survie du quotidien. Et on voit bien des mécaniques redoutables se mettre en place, d'obésité, d'alcoolisme, de tabagisme, de rupture des rythmes biologiques, etc., etc., qui amènent assez rapidement des émergences d'AVC, de problèmes cardiaques, et qui font que le vieillissement de la population sera, l'état des personnes âgées dans un certain nombre d'années sera fondamentalement différent de celle que l'on a aujourd'hui. Et donc l'on voit bien que plus on agrandit l'âge, la possibilité de vieillir, plus la problématique de prévention est essentielle. Parce que l'on voit bien qu'il y a évidemment, lorsque l'on est en bonne santé, un équilibre de vie dans sa vie active intéressante, mais ça impacte aussi très clairement notre dernière tranche de vie. Et donc la prévention devient un facteur plus important que jamais. Mais en même temps, ça nécessite la formation des professionnels, ce que nous avons rendu dans la vie, émis par Christian Korn et le professeur Étienne. Et c'est vrai que là aussi, nous n'avons pas cette culture presque des signaux d'alarme. C'est-à-dire que lorsque les entreprises sont en difficulté,
immédiatement, tout le monde se mobilise pour tenter de sauver l'entreprise. Lorsque un individu peut présenter quelques troubles, eh bien, il n'y a pas de signaux d'alarme, même y compris pour soi-même. Et donc, je pense que la télémédecine, la télésurveillance va probablement aussi amener les concitoyens à être peut-être plus au fait des signaux qui déclencheront éventuellement des visites médicales, éventuellement des prises en charge, ou éventuellement les limites à ne pas franchir. Donc on a ensuite quelques problèmes politiques au sens noble du terme qui sont très clairement posés. Nous voyons bien que plus on incitera nos concitoyens à la prévention, jusqu'où doit-on éventuellement sanctionner celles et ceux qui n'adhèrent pas à cette politique préventive? Et c'est un sujet qu'il conviendra d'aborder avec beaucoup d'intérêt, parce que si la prévention est considérée comme un moyen de diminuer les dépenses curatives, cette lecture budgétaire me paraît extrêmement restrictive par rapport au contraire à une approche plus politique. Comment faire en sorte que dans une société qui sera plus tendue, plus inquiète, plus en compétition par rapport au monde, nous favorisions l'épanouissement plus que la performance, et nous favorisions l'équilibre personnel qui passera évidemment par l'équilibre d'une bonne santé. Et donc on voit bien qu'il y a là un facteur sociologique lourd. Mais la frontière entre jusqu'où doit-on aller dans la sanction de la non-prévention, du non-respect de la prévention, c'est un débat qui n'est pas neutre. Et puis ensuite, il ne faudrait pas non plus avoir une lecture de classification de la population par rapport à celles et ceux qui sont les bons élèves de la prévention, par rapport à celles et ceux qui ne le seront pas. Et c'est un sujet qui, là aussi, ne doit pas alimenter une rupture d'égalité par rapport au respect et à la sanction. Donc, il y a des sujets qui ne sont pas inintéressants sur le plan de la politique préventive. Le Conseil économique, social et environnemental, vous l'avez dit, a rendu un avis en février 2012, avis rendu par le professeur Etienne et Christian Corne. Est-ce qu'il y aura un après cet avis? Oui, nous voyons bien que sur la problématique de la société, de la santé, nous avons toute une série par le président Fondard dans notre section des affaires sociales, alimentée d'ailleurs et poussée par le professeur Etienne, par Christian Corne et par d'autres. Nous voyons bien que nous sommes très attentifs à l'aménagement du territoire de l'offre de santé, à l'organisation, au management. Les organisations syndicales et patronales qui font partie du Conseil sont très attentives à cela. Nous aurons à réfléchir aux principes qui doivent guider les dépenses et les recettes d'une politique de santé. Qui doit payer? Pourquoi faire? Quels sont les principes? Jusqu'où doit-on aller dans la gratuité? Quelles sont les politiques que l'on doit mener pour la responsabilisation? Comment faire en sorte que la politique de la santé ne soit pas le respect des structures actuelles, mais comment on peut faire évoluer les structures par rapport aux besoins de santé nouveaux, par rapport aux technologies nouvelles. On n'opère plus de la même façon, la télémédecine va complètement bouleverser les choses, et l'on voit bien que nous avons une organisation d'offres de santé qui est basée sur une époque qui est en train d'évoluer à toute vitesse. Et donc comment accompagner le changement, comment accompagner des regards nouveaux qu'on porte sur la prévention, l'aspect curatif, et l'on voit bien tous les problématiques que cela pose en termes de prolongement de la vie et de respect des dignités de la personne. À juste titre également, le président de la République, M. François Hollande, a annoncé une réflexion sur une nouvelle loi de santé publique. Nous ne connaissons pas encore le calendrier ni les contours du projet de loi. Comment le Conseil économique pourrait s'investir? Alors le Conseil a vocation à évaluer les politiques publiques, à être sollicité par le gouvernement sur toutes les problématiques de loi de programmation, et à être saisi soit par le Parlement, soit par le gouvernement, ou s'autosaisir. Et nous avons aujourd'hui, sur les problématiques de santé, sur les droits sociaux, sur l'accès aux soins, sur les ruptures d'accès aux soins d'ailleurs, sur la dépendance, nous avons été très clairement sollicités sur la dépendance, et on a là aussi affiché les principes. On a estimé que le vieillissement était quelque chose les conséquences du vieillissement étaient très inégales selon les personnes, et qui n'avaient rien à voir avec leur statut, et que c'était donc quelque chose de solidarité publique qui devait être financé par la solidarité publique.
Donc il y a un certain nombre de principes que nous avons affichés et pour lesquels nous sommes aujourd'hui très en contact avec le gouvernement pour voir l'accompagnement auprès des décideurs publics de nos réflexions. Et nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels nous travaillons par rapport à l'aménagement du territoire, et notamment l'offre, l'égal accès à tous en termes de proximité, mais ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y aura des hôpitaux partout. On voit bien que la problématique de la complémentarité des établissements fait qu'on ne peut plus raisonner établissement par établissement, mais réseau d'établissements. Et que l'on doit plus raisonner, on doit raisonner au parcours du patient, et non pas à la localisation d'un traitement. Et donc il y a la territorialisation des politiques publiques, qui est un sujet extrêmement important. Il y a la formation tout au long de sa carrière des professionnels de santé. On voit que très souvent en France, on estime que quand on a une formation initiale importante, on n'a plus besoin de faire de formation continue, ce qui est une erreur absolue. Les modes de traitement vont changer tellement à toute vitesse qu'il faut au contraire investir beaucoup dans la formation continue des professionnels. Je crois qu'il y aura une réflexion compliquée sur ce qui en France est tout à fait incroyable, c'est le cloisonnement de ce que chacun peut faire par rapport à son statut, par rapport au geste. L'infirmière peut faire tel geste et pas tel autre, etc. Et je crois que par rapport à cela, il faudra que nous ayons une réflexion sur la médecine collaborative, le partage des tâches, et non pas la protection stricto sensu de son statut. Ça posera aussi la problématique de la couverture des risques pris par les acteurs de la santé et la couverture assurantielle. Donc il y a toute une série de questions qui sont très clairement posées par rapport à une nécessaire évolution et de l'offre de santé et de la culture de nos concitoyens.